Le moment que Rick Lagina et Marty Lagina ont poursuivi pendant des années, à travers la frustration, le doute et l'acharnement, semble enfin à portée de main, comme si le temps lui-même les avait conduits jusqu'à ce point précis. Dans le final de La malédiction d'Oak Island, saison 13, épisode 19, les signaux qui s'élèvent du puits du jardin ne sont plus de faibles murmures enfouis dans les données, mais de puissants échos qui ont commencé à ébranler le monde entier de la chasse au trésor. Ce qui n'était au départ qu'une opération de forage de routine, une nouvelle étape coûteuse et incertaine dans un long voyage rempli d'impasses, s'est soudain transformé en quelque chose de bien plus profond. Au début, il s'agissait simplement d'extraire des carottes à des profondeurs comprises entre 90 et 110 pieds, un processus qui engloutissait entre 85 000 et 60 000 $ chaque jour, des chiffres qui étaient devenus presque routiniers pour l'équipe. Mais à mesure que le forage s'enfonçait dans l'inconnu, l'histoire a commencé à changer d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Les données n'ont pas seulement changé, elles ont explosé. Les niveaux de traces d'or n'ont pas augmenté progressivement, ils ont explosé, atteignant des niveaux 8 à 10 fois plus élevés que tout ce qui avait été enregistré auparavant. À partir d'un échantillon de 400 de mètres cubes, les lectures ont révélé un signal estimé entre 350 et 380 d'équivalent en onces, un nombre tellement supérieur aux plages normales déplacées, qu'il a forcé tout le monde à reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir sur ce qui se trouvait sous la terre. Au fur et à mesure que l'équipe traitait ses résultats, le sol lui-même semblait révéler de nouveaux secrets. Des scanners avancés, y compris la cartographie de densité de type muon, ont commencé à mettre en évidence une zone de cavité dense d'une taille d'environ 20 pieds sur 30 pieds, une zone où la concentration de métal atteignait des niveaux qui défiaient toute explication géologique ordinaire. Il ne s'agissait plus de traces éparses ou de dépôts aléatoires. Lorsque les experts en évaluation préliminaire ont combiné tous les points de données, l'estimation a grimpé à quelque chose entre 20 et 50 millions de $, un chiffre qui a transformé la spéculation en quelque chose de dangereusement proche de la réalité. Il ne s'agissait pas d'une petite cache perdue dans le temps, mais de quelque chose de bien plus délibéré, d'un trésor massif et structuré, caché profondément sous des couches de tunnels d'inondation et de zones d'effondrement conçues peut-être intentionnellement pour le garder enterré à jamais. Et puis sont venus les détails qui ont jeté un froid dans toute l'opération du bois coupé à la main, des traces de fer et des marqueurs de motifs croisés, découverts autour de la zone, des signes subtils mais indubitables qui pointaient vers un lien possible avec les Templiers. Pour Rick, ce moment n'est pas seulement une question d'or ou d'histoire, c'est l'aboutissement d'une obsession de toute une vie, une mission qui a défini des années de sa vie. Marty, ancré dans la logique et les chiffres, se retrouve en terrain inconnu, forcé d'admettre que les données qu'il a sous les yeux ne peuvent pas être simplement rejetées ou expliquées. Pourtant, Oak Island a toujours exigé un prix pour chaque révélation. Son histoire est remplie de faux espoirs, où chaque signal prometteur cache la possibilité d'un piège qui attend juste sous la surface. Plus il s'enfonce, plus les risques augmentent. Les tunnels d'inondation peuvent se déclencher sans avertissement. Les murs instables peuvent s'effondrer, et le puits lui-même peut céder sous l'immense pression de l'excavation. Un seul faux pas, une seule erreur de calcul, et toute l'opération peut s'arrêter soudainement et de manière dévastatrice. C'est pourquoi l'équipe est passée à une opération incessante de 24/7, avançant avec autant d'urgence que de prudence. Le prochain point de forage se trouve à seulement 10 à 15 pieds, une distance si petite, mais qui porte le poids de siècles. L'atmosphère autour du puits de jardin a complètement changé. Ce qui était autrefois des conversations légères et des moments d'humour est maintenant remplacé par le silence, la concentration et une tension presque tangible dans l'air. Chaque paire d'yeux est fixé sur la même question: qu'est-ce qui est vraiment caché en dessous? Les signaux découverts dans l'épisode précédent ne sont plus seulement des anomalies pleines d'espoir, ils demandent confirmation. Le visage de Rick porte cette étincelle familière d'excitation, la même passion qui l'a gardé attaché à cette île pendant tant d'années, mais elle est maintenant mêlée à quelque chose de plus profond, le sentiment qu'il se tient peut-être au bord du moment le plus important de sa vie. Marty se tient tout près, plongé dans les données, tenant une tablette remplie de mesures de forage en temps réel, d'échantillons de carottes historiques et de lectures de détection de métaux qui convergent tous en un seul récit. Il se répète la même pensée encore et encore presque, comme s'il essayait de s'ancrer dans la logique. Si ces données sont exactes, il ne s'agit pas d'une anomalie ordinaire. Et les chiffres froids et précis semblent être d'accord.
Au cours des 48 dernières heures, les relevés de traces de métaux ont augmenté de façon spectaculaire. Et dès que la profondeur a dépassé 95 pieds, la densité du signal a commencé à augmenter à un rythme que même les ingénieurs chevronnés ont du mal à comprendre. La plateforme de forage fonctionne à plein régime, le tubage d'acier descendant lentement dans la terre, chaque pied gagné, entraînant à la fois un coût financier et un danger croissant. Chaque mouvement de la foreuse est un pari. Chaque pied supplémentaire coûte des milliers de dollars, les dépenses quotidiennes dépassant désormais les 1000 dollars. Mais personne ne parle plus d'argent. La possibilité de ce qui se trouve en dessous a éclipsé toutes les préoccupations de coût. L'équipe se rassemble autour des écrans de contrôle, regardant les données se dérouler en temps réel, comme une mission qui pourrait redéfinir l'histoire. Rick exprime tranquillement ce que tout le monde pense que cela pourrait enfin être la raison pour laquelle ils ont enduré des années d'efforts et d'incertitude. Marty, toujours prudent, réplique en rappelant qu'Oak Island a une longue histoire de tromperie où chaque percée peut mener tout droit à un autre piège. Cette tension entre l'espoir et le doute plane sur le site, rendant chaque seconde plus lourde que la précédente. Pourtant, une vérité est devenue impossible à ignorer, il ne s'agit plus d'une fouille normale. Les données, la profondeur et les signaux s'alignent tous pointant vers quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le forage dépasse les 90 pieds et se rapproche de la zone critique de 100 à 110 pieds, le comportement du sol commence à changer radicalement. C'est à cette même profondeur que les archives historiques ont décrit à plusieurs reprises des effondrements, des montées d'eau soudaines et des échecs inexpliqués qui ont interrompu les expéditions précédentes. Mais cette fois-ci, Rick et Marty refusent de reculer. L'appareil de forage lourd creuse la terre avec près de 30 tonnes de pression, tandis qu'un tubage en acier est descendu par segments de 10 pieds afin de stabiliser le puits. Pourtant, le sol résiste à la prévisibilité. Dans certaines zones, la foreuse glisse dans un sol meuble, tandis que dans d'autres, elle se heurte à des couches denses et compactes qui ralentissent la rotation et sollicitent les machines. Les relevés de couple grimpent de 25 à 30% au-dessus de la normale, ce qui indique clairement que quelque chose d'inhabituel se trouve sous terre. Les coûts s'envolent, les dépenses quotidiennes atteignant entre 55 000 et 610 000 dollars. La consommation de carburant à elle seule atteint près de 3000 litres par jour et plus de 20 membres de l'équipe travaillent pendant des quarts de travail épuisants de 12 à 14 heures. Chaque pied supplémentaire n'est pas seulement un progrès, c'est un risque calculé qui se mesure en dollars et en danger. Marty continue de calculer sans relâche, conscient que si l'opération ne donne pas de résultat dans les 5 prochains jours, elle pourrait coûter plus de 300 000 dollars. Mais la détermination de Rick reste inébranlable. Ils sont allés trop loin pour faire marche arrière maintenant. Alors que le forage franchit la barre des 100 pieds, les données changent à nouveau. Les relevés de pression commencent à fluctuer de manière imprévisible, signalant un risque accru d'intrusion d'eau. Les ingénieurs avertissent qu'un ancien réseau de tunnels d'inondation pourrait s'activer à tout moment, libérant des vagues d'eau de 200 à 300 gallons à la minute. Une mauvaise coupe pourrait inonder tout le puits en quelques secondes. Dans le même temps, les mesures de densité augmentent de façon inattendue, révélant des sections qui ne correspondent à aucun profil de sol connu. Il devient clair qu'ils ne sont plus en train de forer dans un sol aléatoire, mais qu'ils s'approchent d'une zone structurée, quelque chose d'intentionnellement placé ou formé. Chaque seconde semble maintenant critique. La machine continue de tourner, l'argent continue de brûler, et le risque continue d'augmenter tout cela, alors que quelque chose de caché depuis des siècles attend juste au-delà de l'atteinte. C'est alors que tout bascule. Les carottes qui font partie d'un processus de routine répété d'innombrables fois auparavant sont envoyées au laboratoire. Mais cette fois, les résultats sont différents d'une manière qui ne peut être ignorée. Le tout premier échantillon révèle des niveaux de traces d'or 8 à 10 fois supérieurs à tout ce qui a été enregistré auparavant. Alors que les lectures précédentes tournaient autour de 0,5 à 1 gramme par tonne, les nouvelles données indiquent des valeurs équivalentes à 6 à 8 grammes par tonne. Même le technicien du laboratoire vérifie les résultats 2 fois, ayant du mal à croire qu'une augmentation aussi spectaculaire est possible. Lorsque Rick et Marty reçoivent le rapport, la salle tombe dans un silence stupéfait. Marty se demande immédiatement si la contamination pourrait expliquer le pic, mais le laboratoire répond avec certitude. Il n'y a pas d'erreur. Les lectures sont cohérentes. Il ne s'agit pas d'une anomalie aléatoire, mais de la preuve d'une concentration élevée et soutenue de métal en dessous.
Au cours des 24 heures suivantes, d'autres échantillons sont prélevés à des profondeurs de 102, 106, et 109 pieds, et chacun raconte la même histoire, répétant le même schéma, avec une cohérence inébranlable, comme si l'île elle-même révélait enfin la vérité qu'elle a gardée pendant des siècles. Dans certains relevés, le pic dépasse même 10 fois. Les ingénieurs procèdent rapidement à une analyse de la densité et un autre signal majeur apparaît. Dans certaines sections, la densité des métaux est enregistrée 2,5 à 3 fois plus élevée que celle du profil normal du sol, ce qui est presque inédit à cette profondeur. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Il ne s'agit plus d'un gisement d'or dispersé, mais d'un système concentré. Les géologues et les experts assis dans la salle de crise analysent ces données encore et encore. Enfin, un expert chevronné déclare clairement qu'il ne s'agit pas d'or placérien normal. Vous vous trouvez au sommet d'une zone d'accumulation inhabituelle. L'excitation se lit clairement sur le visage de Rick Lagina, mais Marty Lagina s'efforce toujours de garder les pieds sur terre. Même alors tous deux savent qu'il ne s'agit plus d'une simple supposition. Chaque nouvel échantillon devient une confirmation. Après les résultats choquants du signal d'or, l'équipe passe immédiatement à l'étape suivante, à savoir comprendre quel type de structure se trouve sous le sol. Aujourd'hui, le forage ne suffit plus, il faut passer à la numérisation avancée. On utilise la cartographie de densité par muon et des scanners du sol à haute résolution qui révèlent les différences de densité du sous-sol. En quelques heures seulement, les données reçues modifient complètement le niveau de l'ensemble de l'opération. Sur l'écran, une anomalie apparaît clairement. Une zone creuse de 20 pieds sur 30 complètement différente de la terre ferme environnante. Le plus surprenant, c'est sa forme. Elle ne ressemble pas à une cavité aléatoire. Les bords sont étonnamment droits et le modèle de densité interne donne l'impression qu'il y a un espace vide à l'intérieur entouré d'un matériau compact. Les ingénieurs comparent rapidement. Les grottes d'effondrement naturelles sont généralement irrégulières, mais cette structure semble tout à fait symétrique et bien définie. Un expert affirme clairement qu'il ne s'agit pas d'une formation naturelle, mais peut-être d'une chambre créée artificiellement. La profondeur est estimée entre 105 et 115 pieds, dans la même zone où les signaux d'or avaient atteint un pic. Cela signifie que deux points de données distincts correspondent maintenant au même endroit. Une forte concentration d'or et avec elle, une structure creuse. L'attention de toute l'équipe se porte désormais sur cette cavité. Rick, les yeux rivés sur l'écran, dit à voix basse « Serait-ce la bonne une chambre forte ?» Marty reste prudent, mais même lui admet qu'il ne peut s'agir d'une coïncidence. Le suspense augmente encore, lorsque le scanner révèle des poches denses autour de la cavité, comme si les parois étaient renforcées ou que des matériaux étaient empilés à l'intérieur. Les ingénieurs estiment que s'il s'agit d'une chambre, la concentration de métal à l'intérieur pourrait être beaucoup plus élevée. Mais l'histoire d'Oak Island nous rappelle que derrière chaque structure prometteuse se cache généralement un piège. Le risque d'inondation des connexions des tunnels d'effondrement, soudain et de pression interne inconnue, rend ce moment extrêmement dangereux. La situation est désormais claire. L'équipe n'est plus à la poursuite d'un signal aléatoire, mais se trouve juste devant une possible chambre cachée. Après les données sur la cavité cachée, dès que l'équipe commence à creuser et à inspecter la zone environnante, l'histoire commence soudain à se rattacher à l'histoire. Les nouveaux échantillons prélevés près du puits de jardin ne révèlent pas seulement de la terre et des roches, mais aussi des signes qui ne semblent pas naturels. Mais la première chose qui apparaît est du bois coupé à la main, des morceaux de bois sur lesquels des marques d'outils sont clairement visibles. Les experts estiment que ce bois pourrait avoir entre 200 et 300 ans, et le fait de le trouver à une telle profondeur soulève déjà une grande question. On y trouve également de petits objets en fer, des pièces rouillées des clous et un fragment de métal incurvé qui ne ressemble pas à un débris minier normal. Lors de l'analyse des métaux, la composition du fer s'avère inhabituelle, comme s'il avait été fabriqué à l'aide d'anciennes techniques de forgeage plutôt qu'avec des techniques modernes. Rick Lagina devient clairement émotif en tenant ces objets dans ses mains. Il dit que du travail a été fait ici et il a été fait il y a longtemps. Mais le véritable rebondissement se produit lorsque l'équipe remarque des marques, des motifs en forme de croix sur des parties de la pierre et du bois. Elles ne sont pas parfaitement gravées, mais elles sont suffisamment claires pour qu'on ne puisse pas les ignorer. Immédiatement, des discussions s'engagent dans la salle de crise.
historiens et chercheurs, évoquent les vieilles théories de l'île d'Oak Island, les Templiers, les voûtes cachées et les routes sacrées des trésors. Marty Lagina est d'abord sceptique. Il dit clairement qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives en regardant des symboles. Mais lorsque ces symboles, le bois et les données de la cavité commencent tous à correspondre au même endroit, même lui commence à admettre qu'il ne s'agit peut-être pas d'une simple coïncidence. Les experts ont avancé une théorie approximative. Si un groupe avait caché quelque chose ici, il y a des siècles, il aurait eu besoin d'un puits profond, d'une structure de soutien et d'une chambre cachée. Et ce que l'on trouve aujourd'hui semble correspondre exactement à ce schéma. L'histoire n'est plus seulement une histoire d'or, elle est devenue un mélange d'histoires, de mystères et de légendes. Rick Lagina et Marty Lagina s'approchent-ils vraiment de la chambre forte des Templiers dont les gens parlent depuis des siècles? Ou cela va-t-il devenir la plus grande illusion d'Oak Island? Après les indices sur les Templiers et la cavité cachée, le moment est venu où tout le monde se pose la plus grande question. Quelle est la valeur réelle du sol? Dans la salle de crise, tous les experts sont réunis, géologues, analystes, des métaux, ingénieurs, en données. Sur les écrans devant eux, 3 éléments sont affichés: les données du signal de l'or, la taille de la cavité, environ 20 pieds sur 30, et des lectures de densité qui sont 2 à 3 fois plus élevées que le sol normal. Pour la première fois, toutes ces données sont réunies et les calculs commencent. Les ingénieurs estiment que même si la cavité n'est que partiellement remplie, elle pourrait contenir des milliers de mètres cubes de matériaux. En prenant les mesures et de densité des métaux de manière conservatrice, une projection est calculée. Un analyste prononce lentement les chiffres. Si les mesures actuelles sont correctes, la teneur potentielle en or pourrait se situer entre 60 000 et 75 000 onces. Le mouvement dans la pièce s'arrête. L'étape suivante est l'évaluation. Le prix actuel de l'or se situe autour de 2000 à 2100 $ l'once. Un calcul rapide est effectué. 60 000 onces multipliées par 2000 $ égale 120 millions de dollars. 75 000 onces multipliées par 2100 $ égale approximativement 157 millions de dollars. L'estimation finale clignote sur l'écran. De 120 millions de dollars à 150 millions de dollars. Un magot potentiel. Pendant quelques secondes, la salle de guerre devient totalement silencieuse. Personne ne parle. Seuls les chiffres brillent sur l'écran. Rick se penche lentement sur sa chaise et on peut lire dans ses yeux à la fois le choc et l'excitation. Il dit d'un trait: si c'est vrai, ce sera la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island. Marty essaie toujours de garder les pieds sur terre, mais il dit immédiatement: il s'agit d'une estimation, pas d'une preuve. Mais même dans sa voix, le sérieux est clairement perceptible, car il sait qu'il ne s'agit pas d'une supposition aléatoire, mais d'un calcul basé sur des données solides. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Il ne s'agit plus d'une théorie ou d'une légende. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité de plusieurs millions de dollars. Une chambre, un signal, et maintenant une estimation de 150 millions de dollars. Le jeu à Oak Island est devenu tout ou rien. Après l'estimation de 150 millions de dollars, toute l'atmosphère change. Il ne s'agit plus seulement de travaux d'excavation, mais d'un point de décision, où chaque pas peut faire une différence de plusieurs millions. Et au milieu de tout cela, vient la partie la plus émotionnelle et la plus réelle de l'histoire: Rick contre Marty. Les deux frères poursuivent le même objectif, mais leurs approches sont totalement différentes. Pour Rick Lagina, il ne s'agit pas seulement d'or, mais d'un rêve de longue date, d'une conviction qu'il n'a jamais abandonnée. Pour lui, ce moment pourrait prouver que le mystère d'Oak Island est bien réel. Il ne cesse de répéter que nous sommes allés si loin, que nous avons reçu tant de signaux, tant d'indices, qu'il ne peut s'agir d'une coïncidence. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'une continuation de l'histoire. De l'autre côté, Marty Lagina s'appuie entièrement sur la logique et le calcul. Il examine les données disponibles, les coûts quotidiens de plus de 60 000 $, les facteurs de risque, les possibilités d'effondrement et la menace des tunnels d'inondation. Il dit clairement que si nous nous trompons, cela ne coûtera pas seulement de l'argent. Marty ne pense qu'à survivre et à prendre des décisions intelligentes. Dans la salle de crise, une discussion intense s'engage entre eux, mais Rick veut aller de l'avant. Encore quelques mètres, on est tout près. Marty répond immédiatement. Chaque fois que Oak Island montre la même chose, plus on s'approche, plus le piège s'avère grand. Leurs voix sont calmes, mais la tension est clairement présente. Le reste de l'équipe écoute en silence, car il ne s'agit pas d'un simple débat entre deux frères, mais d'un moment qui décidera de l'avenir de toute l'opération. D'un côté, il y a la croyance. D'un côté, il y a la passion de prouver l'histoire de l'autre, la peur de perdre des millions. Après quelques secondes de silence, Rick dit à voix basse:
Si nous nous arrêtons maintenant, nous ne saurons jamais ce qu'il y avait là-dessous. Marty le regarde, puis les données sur les écrans et prend une grande respiration. C'est à ce moment-là que l'on ressent le véritable poids de l'histoire. Alors que l'équipe se rapproche de la zone profonde, la situation prend soudain une tournure dangereuse. La plus grande crainte d'Oak Island, les tunnels d'inondation, revient sur le devant de la scène. Les archives anciennes montrent que depuis les 1700 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'une équipe tentait de faire une percée en profondeur, la pression de l'eau augmentait soudainement et le puits entier se remplissait en quelques minutes. Aujourd'hui, ces mêmes signes d'alerte commencent à réapparaître. Sur les capteurs, la pression de l'eau augmente lentement. Les ingénieurs remarquent que dans certaines zones, les infiltrations se sont soudainement accrues. Alors qu'auparavant, le débit était de l'ordre de 20 à 30 gallons par minute, il a maintenant atteint 120 à 150 gallons par minute. C'est un signe clair qu'un ancien système de tunnels d'inondation en contrebas pourrait être activé. S'il s'ouvre complètement, le débit d'eau pourrait dépasser les 300 gallons par minute. Dans cette situation, il serait presque impossible de le contrôler. En même temps, les parois du puits deviennent également instables. À une profondeur de plus de 100 pieds, le mélange de terre et de roches devient inégal, ce qui perturbe l'équilibre de la pression. Même avec un tubage en acier de léger déplacement, sont enregistrés dans certaines sections. Les données de surveillance montrent que la pression des parois a augmenté de 15 à 20% par rapport à la normale. Les ingénieurs lancent un avertissement clair. Si une seule section cède, une réaction en chaîne se déclenchera et le puits tout entier pourrait s'effondrer. Rick Lagina écoute tout cela, mais il reste concentré sur le mystère caché en dessous. Pendant ce temps, Marty Lagina est passé en mode d'alerte maximale, car il ne s'agit plus seulement d'une recherche. C'est devenu une question de survie. L'équipe prend toutes les mesures, avec précaution. La vitesse de forage a été réduite, les pompes sont tenues prêtes et le système d'arrêt d'urgence a été activé. Mais ce n'est plus une chasse au trésor, c'est une bataille à haut risque. À chaque instant, une crainte plane dans l'air. La prochaine étape fera-t-elle éclater la vérité? Ou l'opération tout entière se terminera-t-elle en un seul instant? Après les avertissements concernant la zone de danger, le moment est venu de prendre une décision. Aller de l'avant, ou tout arrêter ici. Après un bref silence dans la salle de guerre, Rick prend la parole directement. Nous ne pouvons pas nous arrêter après être passés si près du but. Marty examine les données pendant quelques secondes, le coût, le risque, les mesures de pression, puis acquiesce lentement. La décision est prise. L'engagement est total. L'opération change alors du tout au tout. Une équipe supplémentaire est immédiatement appelée en renfort. L'effectif de l'équipe passe de 20 à 35 membres et plus. Les équipes sont prolongées et une opération continue de 24/7 heures commence. Des machines lourdes sont amenées sur le site. Des excavateurs supplémentaires, des pompes à grande capacité et un système de forage renforcé. Les coûts journaliers passent directement de 70 000 à 90 000 $ par jour. Mais personne ne parle plus de prendre du recul. Rick rassemble toute l'équipe et dit clairement que c'est la plus grande opportunité de notre vie. Si nous nous arrêtons maintenant, nous ne saurons jamais ce qu'il y avait en bas. Il y a de l'émotion dans ces mots, mais cette fois-ci, l'ensemble de l'équipage ressent la même chose. Marty, tout en restant pragmatique, est d'accord. Nous irons de l'avant, mais chaque pas sera calculé. Sur le site, l'atmosphère a complètement changé. Des pompes de grande puissance sont maintenues en attente en cas de risque d'inondation. Le protocole d'évacuation d'urgence est actif et les ingénieurs surveillent en permanence chaque section. Le tubage en acier est encore renforcé et le forage a été mis en mode contrôlé mais sans interruption. Aujourd'hui, chaque heure est importante. Les machines tournent sans arrêt, l'équipe travaille en rotation et les données en direct sont constamment suivies sur les moniteurs. La fatigue est clairement visible, mais l'excitation est encore plus forte, car chaque pied creusé rapproche l'équipe du mystère caché sous Oak Island. Il ne s'agit plus d'un simple projet, mais d'une mission tout ou rien. Soit ils trouveront l'histoire sous terre, soit toute cette opération deviendra un autre rêve inachevé d'Oak Island. Après la décision tout ou rien, l'équipe ne peut plus creuser à l'aveuglette. Chaque étape doit maintenant être réalisée avec une précision chirurgicale. Rick Lagina et Marty Lagina préparent le plan de fouille final, une opération où il n'y a pas de place pour l'erreur. Au lieu d'une simple excavation, un système de forage contrôlé et de tubage en acier renforcé est appliqué. Tous les 5 à 8 pieds, le tubage est verrouillé afin de réduire au minimum le risque d'effondrement du puits. Les ingénieurs ajustent que la profondeur à l'aide de calculs précis.
La cible est claire, il s'agit de la même zone de cavité de 20 à 30 pieds que celle observée sur les scanners. La vitesse de forage a été intentionnellement ralentie. Alors qu'auparavant, la pénétration était rapide, la rotation est maintenant soigneusement contrôlée afin de ne pas perturber la structure. Les capteurs envoient des données toutes les secondes. Pression, vibration, densité, tout est surveillé en temps réel. Marty ne cesse de répéter une chose. Nous pouvons atteindre la chambre forte, mais si nous l'endommageons, tout est fini. Dans le même temps, l'étape la plus importante est en cours de préparation, la sonde caméra robotisée. Il s'agit d'un système de caméra à haute résolution et résistant à la pression spécialement conçu pour les puits étroits. Dès que le bord extérieur de la cavité sera franchi, le forage s'arrêtera immédiatement et la sonde sera envoyée à l'intérieur. Pour la première fois, l'équipe pourra obtenir une preuve visuelle directe de ce qui se trouve réellement au fond de la cavité. L'excitation parmi l'équipage a clairement augmenté. Rick vérifie personnellement le système de la sonde comme un soldat vérifiant son équipement avant une dernière mission. Il dit tranquillement: si cela fonctionne, nous verrons l'histoire de nos propres yeux pour la première fois. Mais le risque est tout aussi grand. Les ingénieurs mettent en garde contre la fragilité du sol autour de la cavité. Si la pression est appliquée dans le mauvais sens, la chambre pourrait s'effondrer ou une vague d'eau pourrait être déclenchée. C'est pourquoi chaque centimètre de creusement est désormais mesuré, lent, contrôlé et entièrement surveillé. Toute l'équipe attend maintenant le moment où la foreuse touchera la dernière couche. Le prochain mouvement ouvrira-t-il vraiment la porte de cette chambre forte? Et le vrai visage d'Oak Island apparaîtra-t-il enfin aux yeux du monde? Le moment est venu où toute l'équipe se tient littéralement à la porte de la cible. Les derniers relevés montrent clairement que le point de forage n'est plus qu'à 10 ou 15 pieds de la zone de la cavité. Alors que la distance diminue, les signaux deviennent plus forts que jamais. Les relevés de détection de métaux sont à leur maximum alors qu'auparavant, ils étaient 6 à 8 fois plus élevés. Aujourd'hui, certains capteurs indiquent des sauts de 10 à 12 fois. La cartographie de la densité confirme également que la zone à venir est complètement différente du sol environnant. Le forage se déroule maintenant presque au ralenti. Chaque centimètre est soigneusement contrôlé. Alors qu'auparavant, plusieurs mètres pouvaient être parcourus en 1 heure, l'équipe entière n'avance plus qu'à une vitesse de 2 mètres par heure. Car désormais, la moindre erreur pourrait endommager la structure qu'ils tentent d'atteindre depuis tout ce temps. Marty Lagina ne cesse de poser des questions aux ingénieurs. La pression est-elle stable? Les vibrations sont-elles sûres? À chaque réponse, la tension diminue un peu, mais ne disparaît jamais complètement. Rick Lagina est dans un tout autre état. Il se tient devant les écrans et regarde les données sans les quitter des yeux. Dans ses yeux, on peut lire à la fois l'excitation et la peur. Il dit à voix basse: « Nous n'avons jamais été aussi proches. » Et honnêtement, dans l'histoire d'Oak Island, très peu d'équipes ont atteint un endroit aussi précis. Le site entier est maintenant silencieux, avec seulement le bruit des machines en arrière-plan. Même les membres de l'équipage parlent doucement, comme si un grand moment était sur le point d'arriver. Chaque seconde semble lourde, chaque lecture ressemble à un battement de cœur. Les chiffres clignotant sur l'écran, le compteur de profondeur et le graphique du signal donnent l'impression qu'un compte à rebours est en cours. Il ne reste plus que quelques mètres, et à chaque mètre, le suspense s'intensifie. La prochaine foreuse touchera-t-elle cette chambre cachée? Ou l'île d'Oak Island cachera-t-elle à nouveau tout au dernier moment? L'histoire a atteint son tournant le plus dangereux et le plus palpitant. La foreuse n'est plus qu'à quelques mètres de la zone cible, les signaux sont à leur maximum, et toute l'équipe sent que quelque chose d'énorme est caché en dessous. Mais c'est aussi le moment où l'histoire d'Oak Island ne cesse de nous mettre en garde. Plus on s'approche, plus la tromperie peut être grande. Sur l'écran, les chiffres continuent de clignoter. 10 à 12 fois les pics de signaux métalliques, des lectures de densité plusieurs fois supérieures à la normale. Et cette zone de cavité de 20 à 30 pieds juste devant. Selon les experts, tout cela combiné pourrait signifier un trésor potentiel de 20 à 50 millions de centimes de dollars. Mais le problème est que jusqu'à présent, tout cela n'est que des données, pas des preuves. Les données donnent de l'espoir, mais au dernier moment, la vérité peut encore changer. Rick Lagina a un étrange mélange dans les yeux, l'espoir, la peur et l'excitation. Il dit tranquillement que si c'est vrai, nous sommes sur le point de changer l'histoire. Marty Lagina reste prudent. Il dit clairement que nous avons besoin de preuves, que nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux chiffres. Cette tension rend le moment final encore plus pesant. L'équipe se prépare maintenant à la coupe finale.
Le plan est clair, dès que la foreuse touchera la cavité, l'opération s'arrêtera immédiatement et la caméra robotisée sera envoyée à l'intérieur. C'est à ce moment que tout va se jouer, qu'il s'agisse d'un véritable trésor ou d'une autre structure trompeuse. Mais le risque est toujours aussi élevé. Si la pression est mauvaise, la chambre peut s'effondrer ou un tunnel d'inondation peut s'activer et mettre fin à tout. Le site entier est maintenant complètement silencieux. Tout le monde attend ce moment. Les machines sont prêtes, les caméras sont prêtes. Et on a l'impression que l'histoire elle-même se tient là, prête à tout révéler ou prête à tout cacher une fois de plus. Il ne reste plus qu'une seule coupe. Y a-t-il vraiment un trésor d'or des Templiers d'une valeur de 150 millions de dollars en dessous, ou s'agit-il simplement d'une autre illusion de l'île d'Oak Island? La prochaine coupe permettra soit d'entrer dans l'histoire, soit d'approfondir encore davantage un mystère vieux de 200 ans.